Depuis près de 60 ans, on lance des fusées et des engins en orbite. Mais aujourd'hui, ce sont des milliers d'objets qui s'y accumulent, allant des minuscules vis aux satellites hors d'usage. Des satellites entourent la Terre, transformant l'espace au-dessus de nous en décharge. Et si un simple fragment de métal, plus petit qu'une pièce de monnaie, lancé à 28 000 km à l'heure, pouvait provoquer l'effondrement des communications mondiales? Et si la plus grande menace pour la civilisation moderne ne venait ni des astéroïdes, ni des trous noirs, ni de l'espace lointain, mais des débris que nous avons nous-mêmes placés en orbite? Aujourd'hui, l'un des astrophysiciens les plus respectés au monde explique ce que sont véritablement les trous noirs, ce qui vous arriverait si vous tombiez dans l'un d'eux, s'il existe une vie intelligente ailleurs dans l'univers, et pourquoi l'espace toujours plus encombré qui entoure la Terre pourrait devenir un piège irréversible auquel l'humanité n'est peut-être pas prête à échapper. Au centre de notre galaxie se cache un secret qui a mis des décennies à être confirmé et qui a fini par valoir un prix Nobel lorsqu'il a été mesuré avec précision. En plein cœur de la Voie lactée se trouve un trou noir supermassif. Pas une hypothèse, pas une théorie. Une réalité mesurée, calculée et vérifiée. Autour de lui, la densité d'étoiles est si extrême que les photographies du centre galactique ressemblent presque à une masse solide, brillante et compacte de lumière. La matière se concentre de plus en plus à mesure qu'on s'approche du centre. Les étoiles naissent là où la matière abonde. Et là, au point central de l'ensemble, réside quelque chose qui défie presque toute tentative d'explication simple. Mais au juste, qu'est-ce qu'un trou noir? La réponse commence ici, sur Terre, avec une évidence qu'on vous répète depuis toujours. Tout ce qui monte doit redescendre. Cela semble couler de source. Pourtant, ce n'est pas toujours vrai. Lorsque les astronautes se sont posés sur la Lune, ils y ont abandonné des morceaux de leur vaisseau. Ces objets ne sont jamais revenus sur Terre et ils ne reviendront jamais. Tout ce qui monte ne redescend pas forcément. Tout dépend de la vitesse. Lancez une pierre vers le haut assez vite et elle continuera de s'élever jusqu'à échapper complètement à la gravité terrestre sans jamais retomber. Cette vitesse porte un nom, la vitesse de libération. Sur Terre, elle est d'environ 11 km par seconde. Imaginez maintenant un objet dont la gravité serait bien plus forte que celle de la Terre. Sa vitesse de libération serait, elle aussi, bien plus élevée. Peut-être 50 km par seconde, peut-être 100. Continuez d'augmenter la gravité et vous atteindrez finalement la vitesse maximale autorisée par la physique, celle de la lumière. Et puis, quelque chose d'extraordinaire se produit. Lorsque la vitesse nécessaire pour échapper à un objet dépasse celle de la lumière, même la lumière elle-même ne peut plus s'enfuir. Aucune lumière ne s'échappe, c'est donc noir. Rien ne s'échappe, c'est donc un trou. Voilà l'origine du nom. Einstein aurait pu prédire l'existence des trous noirs à partir de ses propres équations. Mais leur explication était si étrange, si dérangeante, qu'il n'a jamais pleinement poursuivi cette piste. Il a fallu attendre les années 1960 pour que des scientifiques commencent à les décrire de manière rigoureuse. Puis, dans les années 1970, le premier candidat sérieux au titre de trou noir a été identifié, une source de rayons X baptisée Cygnus X1. Aujourd'hui, les trous noirs sont répertoriés de façon routinière sur les cartes du cosmos. Certains sont supermassifs, concentrant l'équivalent de millions, voire de milliards de soleils et engloutissent tout ce qui s'aventure trop près. Mais que se passerait-il vraiment si vous tombiez dans l'un d'eux? Avec un trou noir supermassif, l'expérience devient troublante bien au-delà de la simple destruction physique. À mesure que vous chutez vers l'horizon des événements, cette frontière au-delà de laquelle tout retour devient impossible, le temps se met à avoir un comportement étrange. Il ne s'écoule pas de la même manière pour vous que pour le reste de l'univers. Ce phénomène porte un nom, la dilatation du temps. Pour un observateur lointain, votre descente semblerait ralentir de façon spectaculaire à l'approche de l'horizon. Pendant ce temps, la lumière qui vous parvient de l'univers alentour deviendrait de plus en plus déformée et décalée. Mais finalement, le temps ne serait plus votre plus gros problème. Les forces de marée prendraient le relais. Ici, sur Terre, vos pieds sont légèrement plus proches du centre de la planète que votre tête. Résultat, la gravité tire sur vos pieds avec une force infime, microscopiquement plus grande. Dans la vie de tous les jours, cette différence est bien trop faible pour être perçue. Mais à proximité d'un trou noir, l'écart peut devenir colossal. La gravité commence à tirer sur vos pieds bien plus fort que sur votre tête. Votre corps s'étire à la verticale, doucement au début, puis avec une force irrésistible. Ce processus est parfois appelé spaghettification. Votre corps finirait par être déchiqueté, les morceaux continueraient de tomber pour être à nouveau étirés et déchirés. 1 devient 2, 2 deviennent 4, 4 deviennent 8, ce qu'il en reste poursuivrait sa course vers le centre.
Selon la relativité générale classique, ce centre abrite une singularité, une région où la densité devient extrême et où nos équations actuelles ne fournissent plus de description physique complète. Heureusement, nul besoin d'en faire l'expérience soi-même. Les mathématiques nous disent déjà à quoi nous attendre, mais qu'en est-il de la vie intelligente ? Existe-t-elle ailleurs dans l'univers ? Il y a assurément des raisons d'envisager cette possibilité. L'univers est immense, il est d'une vieillesse inimaginable. Les ingrédients chimiques nécessaires à la vie sont abondants et la vie est apparue relativement tôt dans l'histoire de la Terre. Face à ces faits, il serait remarquable que notre monde soit le seul où la vie ait jamais émergé. Mais la question comporte une autre dimension. Lorsque nous parlons de vie intelligente, que mesurons-nous au juste ? La taille du cerveau ? L'être humain ne possède pas le plus gros cerveau sur Terre. Le rapport entre la masse cérébrale et la masse corporelle, certains oiseaux, comme les corbeaux et les perroquets, obtiennent des résultats extraordinaires dans certaines mesures de la cognition. Peut-être que ce qui distingue véritablement l'humain est ailleurs. La civilisation, la technologie, l'art, la capacité à communiquer à travers des distances vertigineuses. Et pourtant, même cette capacité a ses limites. L'Empire romain n'aurait jamais pu répondre à un signal radio extraterrestre, non par manque d'intelligence, mais parce qu'il ne possédait pas la technologie nécessaire pour le détecter ou y répondre. Alors, des civilisations avancées pourraient-elles exister ailleurs tout en restant incapables de franchir l'espace interstellaire ? Le vaisseau le plus rapide jamais lancé par l'humanité mettrait encore des dizaines de milliers d'années pour atteindre une autre étoile dans des conditions de voyage conventionnelles. Et il ne s'agit là que d'une étoile proche. Notre galaxie en contient des centaines de milliards. Peut-être que des civilisations extraterrestres existent bel et bien. Peut-être qu'elles ne nous rendent pas visite parce que le voyage interstellaire est tout simplement trop difficile à accomplir le temps d'une vie biologique. Ou peut-être, selon une plaisanterie qui circule parmi les astronomes, sont-elles venues, ont vu la quantité de débris que nous avons placés en orbite autour de notre planète et ont décidé qu'atterrir ici ne valait pas le risque. Et cela nous conduit à l'un des dangers les plus urgents, auxquels on ne pense presque jamais. En 1978, un scientifique de la NASA, Donald Kessler, publia une recherche décrivant un scénario aux implications terrifiantes. Il avait compris qu'il pouvait exister un seuil critique dans la quantité de matière en orbite autour de la Terre. Si la densité d'objets en orbite devient suffisamment élevée et que des satellites sont détruits par des collisions accidentelles ou des attaques délibérées, les fragments qui en résultent peuvent voyager à des vitesses extraordinaires. Certains se déplacent à environ 27 000 km/h, voire plus, bien plus vite qu'une balle de fusil. Ces fragments peuvent percuter d'autres satellites. Ces satellites se désintègrent à leur tour. Leurs débris viennent fracasser d'autres appareils. Et une réaction en chaîne s'enclenche. Une collision engendre 10 fragments dangereux. 10 en produisent des centaines. Les centaines deviennent des milliers. La masse de débris ne cesse de croître jusqu'à ce que des zones orbitales entières deviennent de plus en plus hostiles pour tout engin en état de marche. Un éclat de peinture, un boulon ou un morceau de métal lancé à une vitesse orbitale transporte une énergie destructrice colossale. On n'est pas dans la science-fiction, c'est de la physique orbitale. Plus de 10 000 satellites actifs tournent déjà autour de la Terre et les constellations de satellites en projet pourraient faire exploser ce chiffre dans les décennies à venir. La Chine, l'Inde, la Russie et les États-Unis ont tous démontré des capacités anti-satellites. Certains essais ont volontairement pulvérisé des engins en orbite, mais les débris issus de ces événements ne disparaissent pas comme par magie. Certains fragments peuvent rester au-dessus de nos têtes pendant des années, voire des décennies. Même s'il existe un droit spatial international, des lacunes béantes subsistent en matière de responsabilité, d'application, de retrait des débris et d'activités militaires en orbite. C'est pour cette raison que les experts comparent parfois l'espace à un Far West des temps modernes, et les conséquences d'un échec iraient bien au-delà de la seule exploration spatiale. Sans GPS, une grande partie de la logistique mondiale moderne deviendrait considérablement plus ardue. Sans satellites d'observation terrestre, les prévisions météorologiques, la surveillance des catastrophes, les communications, la navigation et d'innombrables systèmes scientifiques seraient affectés. Le film Gravity a mis en scène une version extrême de ce scénario de collision en cascade. La différence, c'est que le principe physique qui le sous-tend est bien réel. Nous vivons à une époque où l'on peut décrire la physique qui règne autour des trous noirs à des millions d'années-lumière de nous, et pourtant on peine encore à établir des règles efficaces pour l'espace qui entoure immédiatement notre propre planète. Nous savons ce qu'est un horizon des événements, mais nous n'avons toujours pas déterminé qui devrait être autorisé à détruire un satellite, qui devient responsable des débris abandonnés, ni qui assumera les conséquences si une cascade de collisions majeures se déclenche.
La physique nous a offert des réponses extraordinaires sur l'univers. La question, désormais, est de savoir si nous aurons assez de sagesse pour préserver notre capacité à continuer de l'explorer. Pensez-vous que nous ayons déjà dépassé le point où le syndrome de Kessler peut être évité? Ou reste-t-il encore le temps de créer les accords, les technologies et les règles dont l'espace orbital a désespérément besoin avant que la première cascade de collisions véritablement catastrophique ne commence? Laissez votre avis en commentaire, on se retrouve dans la prochaine vidéo.